Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui se démarque par la passion et la vocation qu'il démontre envers sa profession, ainsi que pour ses nombreux engagements et ses réalisations marquées au sein de celle-ci, mais aussi envers les patients qui se retrouvent sous son aile ou la population en général qui le suit sur ses réseaux sociaux. C'est dans un curriculum vitae de 28 pages que nous pouvons suivre son parcours pavé de 6 diplômes, maîtrise, doctorat, post-doctorat, d'une dizaine de marques de reconnaissance, de nombreuses années d'expérience dans ses spécialités, de 8 affiliations importantes, de plusieurs cours donnés en tant que professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, des 17 fois porte-parole d'événements en lien avec sa profession, de plusieurs heures de bénévolat à son actif, de ces 34 fois lors desquelles il a été membre actif d'un comité au sein desquels il a eu différents postes, de ses 40 présentations en tant que conférencier et des 200 entrevues et collaborations et même plus à des articles sur sa profession et la médecine en général. Que ce soit à l'hôpital Cité de la Santé où il pratique lors de ses parutions dans les médias ou sur ses réseaux sociaux, il se fait un devoir de nous informer et de faire de la prévention, que ce soit en nous parlant de Super Bowl, de notre système de santé ou en nous partageant des situations diverses. À travers tous ces engagements, il s'est aussi accordé le privilège de devenir père de 3 charmants enfants, auteur aussi du livre « Se soigner ». C'est avec gratitude et grand plaisir que nous recevons ensemble le médecin spécialiste en médecine interne et en soins intensifs, Dr Joseph Dahin. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour. Bonjour! C'est vous, ça? C'est moi. Il manque la fois où j'ai gagné une table de poule à l'émission Pyramide à Radio-Canada. Mais sinon, magnifique introduction. Oui, mon Dieu, j'avais fait cette émission-là quand j'étais étudiant en médecine. J'avais adoré. Vous avez gagné la table de poule. Et 3 000 $. Et 3 000 Ah, oui. Bien possiblement investi dans votre formation par la suite. Ah, c'est ça. On paye les études avec ça. Puis on joue au pool le peu de temps qu'on a. Elle a été dans une boîte dans le sous-sol de mes parents pendant des années parce que j'avais pas de maison. Puis ensuite, j'ai déménagé dans un appartement. Puis là, ce n'est qu'en 2016, quand j'ai acheté la maison. Non, même pas. On a dû rénover le sous-sol. Puis je pense que durant la pandémie, on l'a finalement installé. Alors, elle est restée pendant... J'ai gagné en 2008. Elle a dû rester 10-12 ans dans le sous-sol de mes parents. Alors, merci à mes parents. Oui, c'est ça, parce que c'est pas petit, une table de poule. Et je disais vraiment un CV de 28 pages. C'est vraiment 28 pages avec un parcours quand même, je peux le dire, extraordinaire. Mais on le sent, la vocation que vous avez. Moi, souvent, je dis, on dit toujours, non, c'est une profession, que ce soit en enseignement, que ce soit en médecine. Je pense qu'on est dans des domaines où la vocation est vraiment... c'est un incontournable. Je pense que oui, ça reste un cliché. Puis je pense qu'il y a un retour du balancier parce que souvent, en disant qu'on a une vocation pour quelque chose, on accepte l'inacceptable. On accepte de faire des sacrifices qu'on ne ferait pas, mais par sentiment de culpabilité, je pense, on cède à des pressions extérieures. Puis je pense que c'est quelque chose de similaire en éducation également. On se dit, il y a des choses que je n'accepterai pas pour moi-même, mais je ne veux pas faire subir ça à mes patients qui sont vulnérables, à mes enfants, si tu es professeur ou en éducation. Et je pense que donc, la sacro-sainte vocation, elle a ses limites, elle a eu ses travers, mais oui, ça prend une passion pour être capable justement d'au jour le jour gérer le lot d'émotions puis qui vient avec celui d'être responsable pour la vie des gens là, ou pour le futur des gens quand c'est des enfants. Ben oui, certainement. Qu'est-ce qui vous a amené vers la médecine? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà décidé dès le départ? Je pense que c'était un amalgame de choses. Moi, j'ai beaucoup été dans les hôpitaux comme enfant à Sainte-Justine en ophtalmologie. C'était pas une maladie grave, mais ça faisait en sorte que j'avais besoin d'un suivi aux 6 mois. Puis plutôt que d'avoir une espèce de dédain là, pour les hôpitaux, même si ça aurait pu, parce que tu sais, ils te mettent des gouttes dans les yeux, puis c'est pas le fun quand t'es un enfant là, nécessairement, c'était associé à beaucoup de souvenirs positifs. J'étais avec mes parents qui m'amenaient, on allait choisir une surprise dans les distributrices, la fascination aussi de rencontrer le médecin, puis de faire les tests et tout ça, puis de voir le suivi de ma santé à travers les années.
fait qu'une curiosité vers cet emploi-là. Mes parents qui m'ont beaucoup encouragé également, là, qui me disaient, on n'a pas de médecin dans la famille, mais de dire, ben ça, c'est un bon travail, c'est stable, c'est le fun, c'est passionnant. Et je pense d'avoir une facilité à l'école, de dire, ben finalement, je suis capable, je travaille fort, j'ai des bonnes notes, je suis récompensé. Fait que si je veux devenir médecin, pourquoi pas? Puis c'est devenu, au fil des années, un intérêt, une passion de la physiologie, la santé, la biologie, puis tout le côté humain également, de savoir qu'on peut aider des gens malades à aller mieux. Mais c'est sûr qu'en rétrospect, maintenant que je suis médecin, je pense que j'ai commencé en 2005 mes études, ça fait presque 20 ans donc. Avec 20 ans de recul, je suis capable de dire aujourd'hui que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Est-ce que vous changeriez de vocation? Est-ce que vous iriez vers autre chose? Puis... Pas du tout. Okay. C'est le meilleur métier du monde. Mais je pense que idolâtrer. Non, c'est pas idolâtrer, c'est vraiment idéaliser le métier de médecin en disant, ben, c'est des gens malades, puis on les guérit. C'est pas vrai. Je veux dire, il y a beaucoup de ça, puis c'est gratifiant, mais aussi beaucoup d'impuissance, parce que des fois, on n'est pas capable de guérir. Et de désillusion. Et de désillusion. Puis tout le travail derrière ça, tout le cours de médecine, l'anatomie, la résidence, les stages, c'est très exigeant. Il y a beaucoup de collègues. Moi, je dis toujours, je suis chanceux d'avoir gardé ma santé mentale au travers de mes études, puis au travers de ma résidence. Quand je regarde ce qui s'est passé autour de moi, des collègues, des amis, des étudiants, je pense qu'il y a des statistiques, je ne veux pas les citer par cœur, mais presque un tiers des étudiants en médecine vont soit avoir des problèmes de santé mentale, vont se médicamenter pour être capables de passer à travers leurs études. Donc, de prendre ça et de dire, wow, ça peut détruire un individu. Je pense que c'est important de mettre ça en perspective quand on idéalise cette profession-là, en disant oui, c'est le meilleur métier du monde. Sauf qu'au jour le jour, au quotidien, il y a beaucoup de stresseurs qui font en sorte que tout ce qui nous allumait, parfois peut être éteint par des circonstances et des pressions externes et extérieures. Puis ça peut venir d'une pression parfois familiale. Des fois, le jeune, bon, il se dit, bon, ben OK, parfait, je suis bon, justement à l'école, je vais là, mais souvent, il est porté des fois par une pression ou c'est pas nécessairement son propre choix à lui. C'est un choix, mais donc peut-être qu'à force de voir que ça peut être difficile ou que c'est pas nécessairement sa voie, mais de faire un virage vraiment complet quand tu as débuté ta médecine, ça ne doit pas être drôle non plus pour un étudiant. Non? Ben, ça, c'est un facteur. Fait que si d'abord tes motivations ne sont pas les tiennes, c'est sûr que c'est moins de résilience quand arrivent les écueils. Mais les pressions peuvent être politiques, avec des décisions qui ne nous appartiennent pas. Elles peuvent être d'un collègue qui décide de te rentrer dedans. Ça peut être quelqu'un un mentor que tu tenais en estime puis qui finalement te déçoit par un comportement ou une chose qu'il pourrait avoir dite envers toi en situation de vulnérabilité ou d'apprentissage. Ça peut être en lien avec un collègue d'un autre corps disciplinaire avec qui il y a une mésentente au sujet d'un patient. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte que l'image que tu te faisais de la bienveillance, d'un métier humain dans le réseau de la santé peut être fracassée par une mauvaise expérience, je crois. Puis il y a beaucoup de gens chez qui ça mène à une dissonance cognitive pour qui ça devient inacceptable, puis qu'ils soient tombés en burn-out ou s'éteignent, puis qu'ils deviennent une espèce de coquille vide qui fait son travail punch-in, punch-out. Puis ça, je pense qu'il y a des patients qui ont des expériences de ça, ils disent « Ah, ouais, mon médecin n'est pas empathique, qu'est-ce qui se passe? Je le sens froid, je le sens distant. » Et moi, ce que je dis, c'est que ces gens-là n'ont pas toujours été comme ça. Ça, il y a plein d'études qui montrent que année après année, les facultés de médecine, de sciences infirmières sont remplies avec des étudiants passionnés qui arrivent vraiment avec le désir d'aider les autres, d'améliorer la santé des autres. Puis à un moment donné, ce feu-là s'éteint. Qu'est-ce qui se passe? Bien, souvent, c'est que pour faire ce travail-là, il y a beaucoup de cette ouverture-là. On se rend très vulnérable, très disponible. Et donc, qui dit t'es vulnérable, t'es disponible, dit si jamais quelqu'un en profite, hein, t'as baissé ta garde,
et qu'il y a un événement traumatique et on vit avec la vie des gens au quotidien. Il y a des gens qui meurent. On voit la mort à tous les jours, potentiellement. Ça, c'est très traumatisant. Il n'y a pas beaucoup d'autres métiers qui font en sorte que tu gères le dessin de quelqu'un. Combien de fois est-ce qu'on va aller voir des funérailles dans une vie? Pas si souvent. Peut-être les militaires vont peut-être voir beaucoup de décès, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres métiers. Thanatologue, peut-être. Oui, c'est ça. Le thanatologue, c'est ce que j'allais dire, le thanatologue. Mais de voir quelqu'un vivant qui devient mort, cette transition-là, c'est... Qui perd la vie. Qui perd la vie. Je pense pas que c'est quelque chose de très commun. À part aux soins intensifs ou aux palliatifs. La médecine. Et donc, ça peut faire en sorte que c'est l'événement, quand tu t'es rendu vulnérable, qui te fait chambouler de l'intérieur, puis là, tu dis plus jamais. Puis là, tu fais ton chemin, tu te dis, qu'est-ce qui fait en sorte que je me suis senti comme ça? Je me suis trop révélé. J'étais trop vulnérable. J'étais trop disponible émotionnellement. Je me referme. Plus jamais. Puis je pense que c'est exacerbé parfois par les conseils qu'on se fait donner. Moi, je me rappelle mon doyen à la faculté de médecine quand j'ai été pris en médecine. Et il avait dit deux choses. La première chose, c'est vous allez avoir le sentiment de l'imposteur. Le comité d'admission de McGill ne fait pas d'erreur. McGill Admission Committee does not make mistakes. Fait que là, ça te faisait tout d'un coup dire toutes les insécurités que je pourrais avoir, là, je suis pas à ma place, là. Lui, il essayait d'être bienveillant, mais là, ça faisait en sorte que tout d'un coup, tu montes ton estime, puis ça, c'est pas sain non plus. Puis le deuxième conseil, qui est le pire conseil de ma carrière, je suis capable de le dire en rétrospect, il nous avait dit vous allez vivre des événements traumatisants. Ça va être difficile. Quand vous sortez de l'hôpital, quand vous franchissez les portes, là, vous laissez ça derrière. Laissez ça derrière. Puis ça, la raison pour laquelle que je dis c'est le pire conseil, c'est parce que c'est pas humain. C'est pas humain d'être capable de laisser nos émotions derrière nous. Tout potentiel échec ou écueil, c'est quelque chose qu'on rumine, puis qu'on essaye de surmonter. Mais quelqu'un qui échoue, qui coule un examen à l'école, là, ben, ça reste pas dans sa classe. Puis quelqu'un qui perd en finale d'un tournoi de hockey ou de soccer, ça reste pas sur le terrain. Il y a besoin de ventiler. T'as pas envie de faire le party rendu chez vous à la fin de semaine. Fait que si tu vis une situation difficile avec un collègue, avec un patient que tu perçois comme étant un échec, entre guillemets, penses-tu que tu es capable de laisser ça derrière toi à l'hôpital, dans une clinique? Ben non. J'aurais de loin préféré qu'on me dise, tu vas vivre des situations difficiles, on va te donner des outils pour être capable de te remonter. Mais ça, le fait qu'une figure d'autorité dise que je devrais être capable de compartimentaliser mes émotions, ben là, si tu n'es pas capable de le faire, tu dis, c'est moi le problème. Puis là, tu rentres dans un cercle vicieux. Mais c'est tout simplement de nous demander de faire quelque chose qui ça crée une anxiété de performance aussi. Ben, oui. Donc, c'est ce cercle vicieux-là qui fait en sorte que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des idées de la médecine. C'est une vocation, on sauve des vies, tout ça. Puis ça fait en sorte que quand tu le vis au quotidien, tu dis, ben c'est pas tout beau. Tu tombes encore de plus haut, je trouve. Puis c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, sont soit en situation de burn-out, de pré-burn-out, d'épuisement professionnel, de tristesse, de dissonance cognitive, juste de détresse psychologique. Pas tout le monde. J'essaie pas de dire que c'est le quotidien, mais c'est des choses dont il faut ça doit prendre parler. un profil de personnalité peut-être défini pour être médecin puis justement pas vivre ce genre de situation-là. En fait, on va les vivre. C'est juste de comment les surmonter. De les surmonter, oui. Ben, la meilleure chose que je souhaite aux gens, c'est d'avoir quelqu'un qui les prenne par les épaules puis qui leur dise hey, « ça m'est arrivé à moi aussi ». Puis de normaliser ces émotions-là. À travers vos années, le voyez-vous ça un petit peu plus que ça s'instaure? Vous enseignez à l'Université de Montréal, je pense justement leadership, puis vous accompagnez. C'est quoi la formation que vous offrez principalement aux futurs médecins? Ouais, je suis responsable effectivement du curriculum leadership dans la faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est la première cohorte qui est en train de terminer cette année. Puis on va faire ce qu'on appelle, en fait, c'est l'Université de Montréal qui a un renouveau du curriculum médical. Donc, il y a plein de nouveaux cours. C'est vraiment des rénovations là, de comment on enseigne la médecine. Et dans le nouveau cours d'identité professionnelle du médecin, il y a le volet leadership. Donc, moi, je suis responsable de monter ce cursus-là. Et qu'est-ce qu'on montre aux étudiants? Ben, c'est des approches reconnues. Là. C'est développer le caractère,
c'est développer, c'est d'avoir un impact sur la culture dans laquelle on travaille, les capacités, les habiletés d'un leader. Et tout ça dans un but d'amélioration continue de toi-même et de ton environnement. Donc, via plein de notions importantes en leadership, la sécurité psychologique, la connaissance de soi, l'intelligence émotionnelle, on essaie vraiment de faire en sorte que ces leaders-là deviennent plus compétents dans un milieu médical, mais deviennent aussi de meilleurs suiveurs, parce que parfois, un leader doit suivre un autre leader en médecine. C'est un bon soldat aussi, c'est un bon chef. Tu n'es pas toujours l'expert de ton patient. Donc, on leur montre ça, puis cette passion-là m'est venue d'expériences difficiles pendant mon parcours pour réaliser que je n'étais pas équipé pour y faire face. Puis tu sais, en somme, je raconte rapidement une des anecdotes les plus marquantes. J'étais résident en 3e année de résidence en médecine interne, puis on travaillait de nuit, puis la nuit, c'est souvent des médecins résidents. Pour les gens qui ne savent pas, là, passer 19 heures, là, souvent, il n'y a plus de médecins, là, c'est des étudiants en médecine et des résidents qui gèrent, surtout dans les grands hôpitaux académiques. Là. C'est moins vrai dans les hôpitaux communautaires. Et donc, j'étais dans un grand hôpital de Montréal, 2 heures du matin, code bleu. Code bleu, c'est arrêt cardiaque sur une unité, l'étage d'oncologie. Je n'étais pas affecté au code bleu cette nuit-là, mais je sais que c'était ma collègue, parce qu'on est dans le même programme. C'est juste que je faisais un stage qui faisait en sorte que c'était pas moi. Mais il est 2 heures du matin, je sais qu'il n'y a pas grand monde, fait que je vais aller aider ma collègue. On est de la même cohorte. On arrive dans la pièce, puis c'est une jeune femme dans la quarantaine qui suivait des traitements de chimiothérapie, puis elle avait fait une réaction à un produit sanguin qui faisait en sorte qu'elle désaturait, elle avait de la misère à respirer, puis elle n'était pas encore en arrêt cardiaque, mais il fallait rapidement agir pour pas qu'elle devienne. Il suffisait de l'intuber, la brancher sur un respirateur artificiel, lui donner de l'oxygène, puis de la transférer le temps qu'on règle la réaction transfusionnelle. Fait que ma collègue me regarde et dit « Joseph, toi, tu vas aller en soins intensifs. » À l'époque, c'est ça que je voulais faire. Puis je pense que j'avais déjà été pris dans le programme. Je lui dis « Ben oui, est-ce que je peux t'aider? » Elle dit « Ben va donc intuber. Hein? T'es bon en technique, t'aimes ça les soins intensifs, va faire ça. Moi, je vais leader le code. » Il y a un leader dans les codes. Puis il y a des suiveurs, des techniciens. Fait que je dis « Pas de problème. » J'arrive là. Je m'installe pour intuber. Je demande à l'inhalothérapeute de me prêter l'équipement. Puis l'inhalothérapeute dit « Non, c'est moi qui intube. » Puis elle a le droit, puis elle est formée, puis elle est compétente. Puis moi, pour pas envenimer la situation, je dis, bon ben, si les gens n'ont pas besoin de moi, je vais juste quitter. Alors, je quitte la pièce, je retourne où j'étais en stage de cardiologie à l'unité coronarienne. Puis, je le sais que la façon que l'hôpital était fait, c'est qu'à un moment donné, la civière passerait devant moi pour se rendre aux soins intensifs. Fait que je donnerais un dernier suivi avec ma collègue. Genre, tout a bien été, tu as besoin d'autres choses, veux-tu que je te suive aux soins intensifs? Là, le temps passe. Je dis, oui, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Je dis, c'est pas normal que ça prenne autant de temps. Je dis, bon, peut-être qu'ils n'ont pas de lit aux soins intensifs. Moi, j'ai des lits, je peux peut-être dépanner. Fait que je retourne dans la pièce. Transformation complète de la scène. Là, on est en arrêt cardiaque. Là, ils sont en train de masser la jeune femme. Il y a des éclaboussures de vomissements un peu partout. Il y a des choses... Ça va pas bien. Mais ce dont je me rappelle surtout, c'est le regard d'horreur de ma collègue. T'étais où? Non, qui comprend pas ce qui se passe. Okay. Elle dit, Joseph, je comprends pas pourquoi cette patiente-là, on est en arrêt cardiaque. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a intubée, elle s'est mise à vomir, on a perdu le pouls, on a perdu la sat, on n'est pas capable de la ramener. J'ai dit, ben, écoute, probablement que t'as intubé dans l'œsophage, tu sais, puis qu'on n'est pas dans les poumons, puis c'est pour ça qu'elle a vomi, puis qu'on n'est pas capable de ramener son oxygène. Elle dit, Joseph, je suis pas niaiseux, c'est sûr que j'ai demandé si on était dans l'œsophage, mais l'inhalo me confirme qu'elle a vu le tube endotrachéal passer les cordes vocales et être dans les poumons au bon endroit. Je dis, OK, ben, en attendant de penser à d'autres causes, je vais juste aller confirmer de mes yeux. L'inhalothérapeute refuse de me donner encore l'équipement nécessaire. Je dis, ben, non, je vais juste prendre le laryngoscope. Elle dit, non, j'ai vu le tube, il est là, c'est autre chose. J'ai dû physiquement la tasser, prendre le laryngoscope, regarder, dire, non, t'es dans l'estomac, donne-moi un nouveau tube. J'ai mis le nouveau tube, on a enlevé l'ancien, on a rebagué, donc insufflé de l'air et de l'oxygène.
rapidement, la saturation est revenue. On a récupéré un pouls, puis on a été capable de transférer la patiente aux soins intensifs. Elle a été réanimée. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, on a appris qu'elle était en mort cérébrale à cause de la période d'hypoxémie qu'elle a souffert, le manque d'oxygène au cerveau. Et là, le traumatisme de savoir que c'était quelque chose qu'on aurait pu éviter. Et le traumatisme de savoir que c'était pas parce qu'on savait pas quoi faire que la patiente a subi cette conséquence-là. C'est qu'on savait exactement quoi faire, mais on n'a pas été capable de le faire. Et ça, j'ai réalisé que dans ma formation, on insiste rarement là-dessus. On insiste beaucoup en médecine sur les connaissances, être un expert médical, savoir tout ce qui peut mal aller sur le corps humain et ses traitements. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que la grande majorité des situations où ça va pas bien à l'hôpital en médecine, c'est pas quelqu'un qui savait pas quel diagnostic rare à la Dr House. C'est pas quelqu'un qui était pas à la bonne place pas au bon moment, là, ou qui était pas compétent. C'est ça. C'est pas une question de compétence, du moins de connaissance. On savait exactement quoi faire, mais on n'a pas été capable de le faire. Pourquoi? Égo, manque de communication. Exact. Et là, comment on gère ça? Parce que l'inhalothérapeute, tu ne veux pas nécessairement lui dire c'est de ta faute qu'elle se sente coupable puis qu'elle tombe elle aussi en burn-out puis en détresse, puis voir jusqu'au suicide, parce qu'il y a le concept, quand il y a une erreur médicale, que la première victime, c'est le patient et sa famille, mais la seconde victime, c'est le professionnel de la santé qui l'a commise. Ouais. Et ça, c'est prouvé dans la littérature que ça peut mener jusqu'au suicide. Il y a plein de cas décrits. Donc, il faut avoir une solution pour ça. Puis ça, on en parle en cours de leadership. Puis j'en glisse un mot à ceux qui vont nous écouter. Mais tu ne veux pas non plus banaliser le geste puis dire à cet inhalothérapeute-là, ça arrive à tout le monde. Non, puis il y a peut-être une mère de famille qui vient de mourir cérébralement, puis une famille derrière ça. Puis... Comment tu gères tout ça? Et tout ça, c'est des trucs qu'on enseigne, mais qui ne prennent pas la grande place dans le curriculum médical, parce qu'il y a tellement de choses à savoir, puis il y a tellement de connaissances. Mais par expérience, je peux dire que c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup je parlais de dissonance cognitive, de situations difficiles, d'erreurs médicales, tout ça. C'est souvent pas un problème de connaissance, c'est tout le reste. C'est tout le travail de collaboration, la communication, comment agir en gestion de crise, nos biais cognitifs. C'est tout ça qu'on essaie de montrer dans le cours de leadership. Et évidemment, au quotidien, quand j'ai des étudiants chez moi aux soins intensifs, j'ai des résidents sur mes réseaux sociaux, j'essaie de parler de tout ça parce que c'est l'expérience que j'ai vécue. Puis ce traumatisme-là, j'ai décidé d'en faire quelque chose. J'allais apprendre sur le sujet, j'allais me former, j'allais faire une maîtrise en administration des services de santé. J'allais en Écosse faire un clinical fellowship, un fellowship en clinical leadership. Donc, comment devenir un leader en situation clinique. Donc, je me suis outillé. Et là, j'essaie. J'ai appris beaucoup de choses. Je me dis, comment ça, je n'ai pas appris ça plus tôt? Puis là, j'essaie de redonner ça. Oui, parce que c'est censé être la base. Puis ça, en réalité, ce que vous dites, c'est exactement en éducation, c'est la même chose. C'est qu'on parle souvent du savoir-faire, mais le savoir-être prend souvent le bord. C'est exactement ça qui s'est passé. Le savoir-faire, tout le monde l'avait. Mais dans le savoir-être, d'échanges entre collègues, on a fait la place à l'ego. Vous auriez peut-être... On peut s'imaginer la scène en disant, là, c'est sa collègue qui avait demandé, c'est elle qui était le leader de la place, donc elle lui a dit, j'aimerais toi que tu t'en occupes, donc aurait fallu le faire, puis tu sais, respecter le leadership de la personne, puis on voit ça, là, qu'il y a une question d'humainerie, si on peut dire. Puis en plus, ce qui arrive, c'est que dans le milieu de la médecine, c'est un milieu d'ego. Tu sais, si on regarde ça, la médecine, et moi, là, c'est ce que je dis en éducation, si on était capable de voir l'éducation comme on voit habituellement encore dans notre société, la médecine, je comprends qu'il y a beaucoup de détracteurs par rapport à la médecine, mais c'est encore noble d'être médecin. Tu sais, on peut pas arriver de plus en plus, oui, avec ChatGPT, puis... Il y en a qui s'improvisent médecins et qui vont s'auto-diagnostiquer sur Internet. Ça, c'est une chose. Mais ce que je veux dire, c'est que je sens encore ce respect-là de la médecine, de nos médecins. Tu sais, tu as un rendez-vous chez le médecin, tu le prends, tu t'obstines pas, tu ne diras pas, là, mon fils, il y a une pratique de hockey dans le 2 lettres, il ne faut pas qu'il manque. Tu vas aller chez le médecin. En éducation, on est ailleurs. Tout le monde est allé à l'école, donc tout le monde pense qu'ils connaissent la job d'un prof. Tandis que quand tu es à l'hôpital, tu es vulnérable, là, tu veux faire confiance aux médecins. Oui. Fait que je me dis, peut-être que c'est un côté qui brime
les gens qui œuvrent dans le milieu de la santé d'être peut-être dans un milieu un petit peu plus d'égo? Ben, je vais réagir à Sans le certaines vouloir, choses que là, vous avez dites. inconsciemment, Tu sais, je pense que quand vous dites en médecine, c'est la place où les gens vont pas s'improviser médecin, là. C'est vrai quand les gens sont malades. Quand les gens sont malades, qu'ils vont pas bien, là, oui, ils vont vouloir faire confiance à la personne qui détient. Ils vont pas avoir à redire sur comment vous avez fait votre travail parce qu'ils veulent aller mieux, là. Ouais. Là, c'est plus le temps de... Mais avant ça, ben oui, comme vous avez dit, là, tout le monde est allé à l'école, tout le monde pense qu'il peut être prof, ben c'est un petit peu la même chose aussi en médecine. Là. Tout le monde se fait une petite recherche, puis tout le monde se dit moi, je connais quelqu'un que ce traitement-là, ça a fonctionné, puis ils connaissent pas nécessairement les subtilités. Ah, je suis sûre que tu as ça, je suis sûre que tu as telle affaire. Va voir ton médecin, je suis sûre qu'il va te dire que tu as telle affaire. Fait que ça existe. Ouais. L'autre chose vous avez dit, la médecine, c'est beaucoup de l'ego. Moi, je dirais que c'est plus la société qui fonctionne par ego. Parce que, tu sais, moi, je le vois plutôt comme étant, partout dans la société, il y a de la politique. Il y a des guerres de pouvoir. Qui est plus crédible, qui est plus autoritaire. Il y a des castes, il y a des... Et moi, je l'ai vu parce que j'ai mis beaucoup trop de chapeaux dans ma vie à un trop jeune âge. Mais c'était un dénominateur commun. C'est que je trouvais que souvent, les idées qu'on mettait en place, c'est pas nécessairement celles qui étaient soutenues par la littérature scientifique ou de l'évidence ou une analyse. C'est souvent parce que c'était l'opinion du gars qui parlait le plus fort. Puis ça, on voit ça en politique, on voit ça dans les entreprises, on voit ça, j'imagine, dans plein de milieux. Dans la société en général. Dans la société, en plein milieu de travail. Est-ce qu'on voit ça en médecine aussi? Ben oui, on voit ça en médecine aussi. On devrait penser que parce qu'on est un éminemment scientifique, tout est véridique, puis calculé, puis mesuré. Jusqu'à un certain point, les traitements le sont. Mais sur des décisions plus de gestion, plus d'orientation, plus de façon de faire, ça, souvent, c'est très individu dépendant. Puis oui, là, à ce moment-là, c'est parfois une question d'ego. D'ego, c'est ça, parce que je disais pas nécessairement au niveau de ceux qui sont en médecine, mais de comment on voit ça. Donc, il y a comme une pression qui vient avec ça, il y a comme une fierté, un genre de décorum qui vient avec tout ça. Puis je me dis, ben à ce moment-là, quand les gens sont sur le terrain, un peu comme vous aviez vécu, vous parliez justement de désillusion. Ça fait partie là, vraiment d'un événement qui vous a marqué. Mais qu'est-ce qui vous a le plus désillusionné en tant que médecin quand vous êtes arrivé vraiment sur le terrain, puis à travers les années, ou qui vous désillusionne encore aujourd'hui? Ah, à quel point pour un métier aussi humain, on n'est pas humain entre nous. Tu sais, dans la mesure où quand on entend parler des horaires de travail, mettons pour les infirmières avec du temps supplémentaire obligatoire, mais ça a juste donc ben pas de bon sens, là. De forcer quelqu'un à travailler. Je veux dire, il n'y a aucun autre travail, aucun autre métier qui accepterait ça. Je veux dire, les normes débarqueraient sur un moyen temps. Voyons donc. Tu sais, mettons, là, toi, tu es une mère de famille monoparentale, puis tu es à Montréal. Là. Puis là, toi, tu sais que ton quart de travail est fini à 15h30. Là. Puis là, tu es tout organisé. Là. Tu sais à quelle heure l'autobus passe. Service à tu gare. vas chercher tes enfants, tu vas faire le souper, tout ça. Puis là, on te dit, il faut que tu restes. Là, tu restes jusqu'à quand? 23h30. Puis là, tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Là. Qu'est-ce qui arrive avec tes enfants? Qu'est-ce qui arrive à 23h30? J'ai plus d'autobus, moi. Il n'y a plus de transport en commun. Je me sens pas en sécurité. Il y a plein de choses sous-jacentes à ça. Puis tu dis, mais ça n'a pas de bon sens. Puis quand on leur demande, quand on leur dit que ça n'a pas de bon sens, la réponse est, bien, on n'a pas le choix, manque de monde, tout ça. C'est ça que je trouve. C'est ça, c'est le mécanicien du coin qui va commencer à venir faire du... comme nous, on a des non légalement qualifiés. Là. Ben, exactement. On n'a pas le choix. Là. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on veut des non légalement qualifiés pour faire... pas sûr. Ben, c'est un petit peu ça. Donc, je me dis, ben moi, c'est parce que c'est juste un cercle vicieux. C'est comme il n'y a peut-être pas assez de monde, justement, parce qu'on traite les gens pas comme il faut, là. Puis là, c'est un cercle vicieux. On valorise pas les gens, on valorise pas la profession. Fait qu'il y a beaucoup de ça, là. Tu sais, moi, quand je dis quand on veut améliorer le système de santé, qu'est-ce que ça prend? Je dis toujours, ça prend 3 choses. Ça prend 1, valoriser notre monde. Les meilleurs employeurs sont ceux où il y a les meilleurs employés. Parce que ils valorisent les gens. Puis ces employés-là, ben, ils vont prendre soin ensuite des patients puis de tes clients. Parce que
Eux autres, ils se sentent bien, sont fiers, sont contents. Ils ont compris, les employeurs, que c'est gagnant-gagnant. Deuxième chose, ça prend des meilleurs outils technologiques. Ça, j'espère que ça s'en vient un petit peu, là. Mais on travaille encore avec des outils d'il y a 30 ans. Tu sais, on paye des gens avec 3 bacs, 2 maîtrises à remplir des fichiers Excel à la mitaine pour faire de la reddition de compte, alors que tout ça pourrait être automatisé, puis on pourrait utiliser ces gens-là L'intelligence artificielle. ouais. Ça pourrait être utilisé ces gens-là à bon escient, à penser à comment améliorer leur système. Une machine qui est grosse aussi, donc qui est difficile à faire avancer puis à changer. Ouais. Fait que les outils technologiques. Puis la troisième chose, qui est selon moi la plus importante, là, c'est un changement de culture, puis l'instauration spécifiquement d'une culture de sécurité psychologique. C'est quoi la sécurité psychologique? Ça, c'est d'être dans un milieu où tu n'as pas peur d'exprimer ton opinion, puis de te faire ridiculiser, humilier, infantiliser, parce que tu as osé peut-être défier l'autorité. Si tu es capable de lever le doigt et de dire « ça, je pense que c'est pas bon pour le patient », puis que quelqu'un te dise « Hey, super bonne idée, ben on vient peut-être d'empêcher un cas comme qu'est-ce qui s'est passé avec moi, avec ma madame. » Peut-être que si quelqu'un dit « je suis pas sûr qu'on devrait faire ça avec les patients, puis que tu n'as pas peur que le gestionnaire te rentre dedans, ben peut-être que finalement, on va trouver des meilleures idées pour... » Mais si à chaque fois que tu lèves la main, de quoi tu parles, qu'est-ce que c'est là-dessus, puis ça... Tu vas finir par te taire. Puis on laisse les erreurs arriver, puis on laisse les incidents arriver, puis on laisse les conséquences arriver. En plus de toutes les conséquences psychologiques sur, j'ai pas d'influence sur mon milieu de travail, donc une perte de sens un peu dans son travail. Donc, tout ça, c'est des facteurs bien reconnus dans la littérature. Puis la sécurité psychologique, en particulier, c'est quelque chose qui a été identifié par Google dans son projet qui s'appelle Aristote, comme étant le facteur numéro 1 des équipes les plus performantes. C'est pas... Sont-tu en Teams ou en présentiel? C'est-tu des réunions le matin ou le soir? C'est-tu que les gens se connaissent depuis longtemps? Règne-t-il, oui ou non, de la sécurité psychologique dans les équipes? Et si la réponse c'est oui, c'est les équipes qui sont les plus performantes. Pourquoi? Parce que tu as toutes les meilleures idées qui peuvent sortir, puis tu as tous les impacts indirects et directs sur la satisfaction de travail des employés. Puis on devrait même pas dire défier l'autorité, on devrait juste dire avoir la place, être capable d'avoir la place, d'ajouter des choses, puis de collaborer, puis même si c'est notre supérieur, que lui ait été formé, ait été même lui-même accompagné pour être dans l'ouverture de différentes opinions, de travailler en équipe, peu importe le statut de la personne. Mais vous, les résidents que vous accompagnez doivent être... bien servi. Oui. Vous êtes conscientisé par rapport à ça. Oui, sauf que, tu sais, je suis capable de dire que je ne suis pas parfait aussi. Puis ça aussi, c'est une marque d'un leader, c'est de savoir qu'il y a des choses qui font en sorte qu'on n'est pas à notre meilleur. Moi, je sais que si je n'ai pas dormi, parce qu'on travaille des 30, 34, 36 heures de suite parfois, je suis beaucoup plus impatient, beaucoup moins ouvert justement à quelqu'un qui va venir avec une critique ou ou ce que je percevrais comme une critique. Des fois, c'est pas ça, mais c'est comme ça que je l'aperçois quand je suis plus fatigué, quand je suis en déprivation de sommeil. Ça, c'est terrible. Il faut savoir aussi là, que des... C'est ça, il y a des journées, on est moins nous-mêmes, on est moins ouvert. Il y a des gens, dans la façon qu'ils viennent, ça l'énergie de la personne, son attitude. Ça vient aussi. On a une moins bonne journée à cause de notre vie personnelle. Il y a plein de facteurs aussi, donc je ne suis pas parfait, puis je suis capable de le dire également, mais j'ose croire que au moins l'introspection de dire cette personne-là n'a pas eu la meilleure expérience que j'ose. De moi-même aujourd'hui, etc. Ouais. Vous parlez d'heures parce que, vous êtes spécialiste. Ça ressemble à quoi l'horaire ou l'implication ou le temps de travail justement d'un intensiviste comme vous? Alors, pour l'instant, dans l'hôpital où je travaille, on fait des semaines de travail du lundi au lundi, où notre rôle, c'est de prendre en charge l'unité de soins intensifs de l'hôpital et de répondre à toute aussi demande de nouvelles consultations, de nouvelles admissions. Fait que je pourrais décrire un peu le quotidien de ce qu'on fait, mais juste dans l'horaire. Mais donc, alors, on est une semaine du lundi au lundi, et là, ça, c'est la journée de travail normale. On est là de 7 heures le matin. C'est des journées de 10 heures à peu près, là, de 7 à 5 à peu près, là, 8 à 5, quelque chose comme ça.
Dans mon équipe, 1 nuit sur 3, c'est nous qui sommes de garde également. Donc, après avoir fait notre journée de travail régulière, on reste la nuit, le soir, la nuit, pour continuer à prendre en charge les patients s'il y en a un qui se détériore ou s'il y a des tests à suivre, des résultats à suivre, ou s'il y a des nouvelles demandes d'admission. Donc, on fait le soir, la nuit. Et le lendemain matin, on refait notre journée régulière où on garde nos patients puis qu'on continue leur prise en charge. Donc, ça fait faire des journées de 34 heures. Puis, on fait ça, comme j'ai dit, aux 3 jours. Donc, il y a certaines semaines où on est de garde 3 jours, 3 nuits. 3 soirs nuit, puis d'autres fois 2. Puis on fait ça durant l'année, peut-être, ça dépend des intensivistes, là, 1 ou 2, 1 ou 3, 1 ou 4, une semaine sur 4, dépendant des autres tâches connexes. Puis si tu travailles dans un hôpital, il y a beaucoup d'intensivistes ou peu d'intensivistes. Puis donc, vous êtes quand même dans une grande un hôpital de la grande région de Montréal. Ça fait combien d'heures semaine, grosso modo? C'est à peu près 100 heures, 110 heures semaine. Dans l'hôpital. Parce que moi, je dors à l'hôpital. Quand je dis je dors, c'est que je travaille à l'hôpital avec les patients qui vont pas bien. Des fois, il y a des nuits plus tranquilles. Un petit répit de sommeil. On peut se permettre quelques heures. Ouais. Avoir une vie familiale avec puis votre conjointe est aussi médecin. Oui. Donc, vous avez eu 3 enfants. Vous avez quand même été vite là-dessus. C'est dit, nous autres, on n'a pas beaucoup de temps, on est occupés, on va faire des jumeaux. Oui, c'est ça. On va en faire 2 d'une shot, fait qu'on en a 3, on va en faire des jumeaux. On en avait commandé un, mais on en a eu 2. C'est ça, écoute, les autres, ils travaillent pas mal, là. D'un coup, qui en voudra un 3e. Les ans se sont alignés, ils ont dit, regarde, là, on va leur en donner 2, ils vont en avoir 3. Oui, c'est ça qui s'est passé. Je fais des blagues, mais c'est quelque chose aussi d'avoir une conjointe qui est aussi, naturellement, je pense que ça prend un médecin pour comprendre un médecin. Fait que si on comprend quand même le bon match, comme on dit, mais de bâtir une vie familiale autour de ça. Il y a beaucoup d'étudiants et de résidents qui attendent la fin de leur formation avant d'avoir des enfants, justement parce que c'est tellement prenant puis tu n'es pas maître de ton horaire du tout là, quand tu es étudiant ou résident, qu'ils se disent c'est incompatible avec la vie de famille. Par contre, la convention collective des médecins résidents est très bien faite pour ceux qui voudraient avoir des enfants pendant leur résidence. Puis, beaucoup diraient que c'est probablement la meilleure période côté avantages sociaux pour avoir des enfants. Mais nous, on ne se sentait pas prêts à faire ça. Donc, on a attendu la fin de notre formation. On a eu des enfants. Puis là, au quotidien, commencer, tu penses comme n'importe quel parent, on a des insatisfactions. On voudrait toujours être un meilleur parent, plus disponible. Mais moi, je dis toujours, tu sais, on ne pourra jamais atteindre la perfection comme parent, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Si vous êtes parent, beaucoup de gens qui nous écoutent sont parents. S'il y a bien un dénominateur commun, c'est l'autocritique qu'on se fait comme parent quand on est avec nos enfants. Ça vous prend quand même un certain réseau parce que c'est pas comme du 9 à 5. On est très chanceux d'avoir les grands-parents. On est très chanceux d'avoir une super bonne garderie pour l'instant, nos jumeaux, compréhensive. À l'école, ça va bien aussi, c'est très bien structuré. On est aussi très chanceux, je pense, d'avoir cette espèce philosophie-là que la seule chose qu'on peut faire avec nos enfants, c'est de les aimer, là. Mm-hmm. On n'a pas beaucoup le contrôle là, sur nos enfants. Mais c'est là où la qualité, quand on dit c'est mieux la qualité que la quantité, là, c'est là que ça prend tout son sens. Nous, on leur donne de l'amour, puis ensuite, ils sont, on a des jumeaux, puis ils sont, vieillissants, même des enfants complètement différents, là, dans le sens où ça nous a permis aussi de comprendre que peu importe ce que tu fais, il y en a un qui va mieux dormir, un autre qui va moins bien dormir, un qui va avoir plus de facilité à l'école, l'autre va être plus mental. C'est indépendant de nos aptitudes comme parents. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est les aimer. Mais c'est vrai que, je donne une anecdote vite. Mon enfant, à un moment donné, a déjà dit « Papa, moi, je ne veux pas être médecin parce que moi, je ne veux pas travailler la fin de semaine quand je vais avoir des enfants. » Est-ce que tu trouves que papa et maman travaillent trop? Oui, puis tu sais, la larme à l'œil. Puis ça vient te chercher. Parce que toi, tu te dis, quand je pars au travail, je suis à la maison, je suis là, puis j'en redonne plus que le client en demande, mais dans leur tête, non, ça équivaut pas. Parce que leurs amis, leurs parents ne travaillent pas la fin de semaine. Leurs parents ne dorment pas à l'hôpital. T'sais.
Fait que ça, c'est des choses. Mais en même temps, je me dis, même si on en donnait 3 fois plus, probablement que ça serait pas assez parce que c'est un vase d'amour infini. Oui, puis là, avant d'être parent, c'est ça. Puis avant d'être parent, on est un couple. Avant d'être un couple, on est des individus. Puis un jour, là, ils sont encore petits, mais un jour, ils vont réaliser qu'ils ont des parents accomplis. Donc, si ils ont des parents qui sont heureux dans leur profession puis qui se réalisent en tant qu'individus, mais je pense que ça va être les meilleurs mentors, les meilleurs accompagnateurs en tant que parents, peut-être moins présents à certains moments de leur vie, mais... Tant mieux, c'est ça qu'ils pensent, parce que le risque aussi, c'est que ça leur mette une pression pour atteindre la même chose que leurs parents, parce que ça, on entend ça de collègues qui ont des enfants plus vieux, là, qui disent qu'il y a une pression à l'école, même si toi, comme parent, tu mets pas de pression sur tes enfants, mais eux, ils savent... Que les parents sont médecins? Que les parents sont... peu importe. Okay. Ben, oui, médecins, parce que, tu sais... Parce qu'ils ont fait des hautes études, tout ça. Puis là, ils se disent, ben j'ai cette pression-là, il faut pas que je déçoive. Fait que même si c'est pas toi qui mets la pression, juste en incarnant qui tu es, tu mets moi, mes 2 parents sont médecins, donc même tes pères se disent, oh, l'essentiel, je vais me mettre avec lui. Ou tu te la mets toi-même. En équipe. Ou tu te la mets toi-même. Ou tu te la mets toi-même aussi. C'est ça qu'on espère qu'ils n'arrivent pas, qu'ils réalisent que, tu sais, c'est... Je pense qu'en le verbalisant puis en laissant la place, là, je pense que ça va les accompagner là-dedans. Est-ce que vous trouvez que d'avoir une conjointe qui est aussi médecin, est-ce que ça laisse beaucoup le milieu de la santé autour de la table? Est-ce que ça imbibe plus le cocon familial d'être 2 médecins parce que ça sort jamais presque du contexte, contrairement à si ça vient une conjointe, bref, un des 2 serait pas médecin? Je pense qu'on parle tellement du quotidien familial qu'à leur âge, ils n'ont pas de curiosité nécessairement pour ça. J'ai des enfants qui sont plus intéressés par les camions de construction et les camions de pompiers. Puis ça, c'est, je veux dire, entre 4 et 6 ans, c'est à peu près cet âge-là. Donc, ça fait en sorte que une petite curiosité, il y a beaucoup plus de connaissances que quelqu'un qui ne serait pas du milieu. Je veux dire, ils voient nos outils, nos amis, quand ils arrivent, les soupers, ils entendent parler, ils sont capables de poser des questions sur la mort, sur les patients, la maladie, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Mais rapidement, ils sont capables de passer à un autre sujet. Ils n'en font pas une obsession. Je pense que c'est des enfants. Et vous, dans votre dynamique, je veux dire, d'adulte, là, étant donné que vous êtes les 2 médecins, ben, j'imagine que c'est plus souvent présent parce que vous parlez les 2 de votre travail, puis c'est... Oui, mais on parle aussi de plein d'autres choses. On parle de l'épicerie à faire, des cours de ski, puis des devoirs. Donc, ça fait en sorte que... Faites votre épicerie! Je fais des blagues. Non, mais c'est ça, parce que des fois, il y en a qui disent, ben c'est le fun de se comprendre. Vu qu'on se comprend, on se complète, là. Puis des fois, tu vas avoir une conjointe ou un conjoint qui est totalement pas soit dans le milieu de la médecine ou dans le milieu, des fois, c'est pas être pompier ou quoi que ce soit. Puis là, le conjoint arrive ou la conjointe arrive puis doit ventiler. Donc, d'accueillir ça, ça fait une différence. On attend que les enfants soient couchés. On attend que les enfants soient couchés pour ventiler. Mettons qu'il y a des sujets beaucoup plus sensibles. On fait attention justement à ne pas trop les exposer à mettons, peut-être une situation où, si j'ai réanimé un choc hémorragique, par exemple, puis là, c'est traumatique, c'est dramatique. Si je veux être imagé dans ma description à ma collègue, à ma femme, pardon, par rapport à un collègue, quoi que ce soit. On va vraiment soit le faire au téléphone pendant qu'on conduit, comment ça a été ta journée, tout ça, ou on attend que les enfants soient couchés. Ça a été quoi le moment le plus heureux là, de votre carrière? Vous dites il y a beaucoup de désillusions, mais qu'est-ce qui vous garde la flamme, justement, allumée, puis qui fait que vous n'êtes pas éteint dans votre profession? Bonne question. Puis j'avoue que qu'est-ce qui fait que je ne suis pas éteint, je le sais pas. Honnêtement, je me considère très chanceux. Très, très, très chanceux. Mais je pense que c'est de toujours être en mode solution. Tu sais, j'ai été président de la Fédération des médecins résidents du Québec. Fait que là, pendant mon mandat, j'ai eu 3 ministres de la Santé là, différents. Là. Il y a eu plein d'élections, là. Ça a fait en sorte que tu t'assois avec ces gens-là, tu vas à des tables nationales, tu vas au Collège des médecins, tu vas au Collège royal au Canada, puis tu t'assois à tous ces forums-là, puis il y a quand même beaucoup de discussions super intéressantes, puis il y a moyen d'influencer le réseau pour que ça aille mieux. Puis ça, moi, j'en retire beaucoup de motivation. Ensuite, au quotidien, c'est sûr que je trouve que les patients, puis le lien qu'on a avec les patients, c'est très gratifiant quand même. C'est pas eux qui vont venir être reconnaissants, mais c'est nous de savoir qu'on a pris une situation très difficile,
qu'en travaillant en équipe avec des collègues, on a été capable de prendre soin d'un patient, de sauver la vie, ou parfois, même dans la mort, de lui avoir offert un décès plus paisible, un deuil plus facile à la famille, sans souffrance. Tout ça. Puis, je pense aussi l'enthousiasme des apprenants. On a beaucoup d'étudiantes en soins infirmiers, des étudiants en médecine, des résidents, tout ça. Puis, de voir la passion, eux, d'apprendre quelque chose, de voir quelque chose pour la première fois, c'est toujours aussi réconfortant. Puis ça, c'est important parce que c'est comme ça que les connaissances sont passées. Oui, il y a la faculté de médecine, mais il y a dans le quotidien, là, tout le monde a un mentor, tout le monde apprend de quelqu'un d'autre. Si tout le monde gardait ses connaissances pour lui-même, la médecine mourrait. Mais le fait qu'on redonne toujours ce qu'on a appris, ça fait en sorte qu'on est capable de perpétuer tout ça. Puis ça, c'est aussi... De donner au suivant, puis d'être aussi la personne ressource de ces jeunes-là qui s'en vont en médecine. Donc, de dire, ben moi, si je les accompagne pas, ils vont avoir d'autres personnes, mais vous faites partie de ces gens-là qui les tirent vers le haut, là, finalement, là, dans leur profession. Ben oui, puis eux autres, des fois, ils sont capables de se confier et de dire j'ai des insatisfactions par rapport à ma profession, j'ai des insatisfactions par rapport à telle affaire. Puis là, d'être capable de les écouter puis d'arriver avec des pistes de solutions. Tu sais, moi, je suis médecin spécialiste en soins intensifs. C'est pas normal là, que je fasse 34 heures dessus. Je suis pas content. Tantôt, on a parlé de mes horaires. Je suis pas content de travailler autant. Ce n'est pas bon pour ma santé. Ce n'est pas bon pour les patients. Mais au lieu d'être juste de m'apitoyer sur mon sort, je me dis, je vais essayer de faire quelque chose par rapport à ça. Fait que je me suis impliqué. Puis là, j'ai pris de mon expérience politique syndicale au médecin résident. Je me suis dit, là, je vais m'impliquer avec les intensivistes. Fait qu'on était une société des intensivistes du Québec. J'étais le vice-président. Là, on a fondé l'Association des intensivistes du Québec à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. On est la dernière association en date d'il y a quelques mois, la 36e association. Puis je suis vice-président de ça. Donc, j'essaie de dire, quelles sont les insatisfactions, comment est-ce qu'on peut les améliorer, puis de mettre les choses en place. J'étais insatisfait de ne pas avoir eu assez de connaissances jeunes sur gérer des situations traumatisantes, comme ma fameuse patiente en mort cérébrale. Tu sais, cogner à la porte de l'université, dire bonjour, qu'est-ce qui se passe? On a un cours de leadership. On t'offre de le donner. Ah, super. Fait que là, d'influencer la nouvelle génération. Fait que c'est toujours ça, de dire... Transformer ça en positif. Toujours. Je veux revenir à votre situation, justement, de cliente. Qu'est-ce qu'on dit à la famille quand il y a une erreur médicale comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y en a des erreurs médicales. Comment ça se gère? Comment on rencontre la famille pour dire, regarde, ça a mal viré, l'affaire, là? C'est une obligation déontologique et légale de le dire, de le déclarer. Maintenant, comment on le fait? Le plus humainement possible, mais sans prendre de détour. On n'essaie pas de trouver des excuses, on n'essaie pas de trouver des défaites. On dit les choses telles qu'elles sont, on s'excuse, puis on essaie de, si jamais on voit une ouverture, souvent les familles veulent savoir qu'est-ce qu'on va faire pour que ça arrive. Puis si déjà on le sait, on leur dit pour que il n'y a rien qui va les ramener et on ne peut pas retourner dans le passé, là. Mais souvent, ce que les familles recherchent, c'est des excuses, puis qu'est-ce qu'on va améliorer pour ça ne va que pas ça se reproduire. Ouais. Donc, souvent, de le faire humainement, puis d'être empathique, puis de discuter de ces choses-là avec les familles, c'est la façon de faire. Mais la divulgation est obligatoire.